Dans cet épisode, une étudiante universitaire disparaît sans laisser de traces. La télévision était encore allumée. On aurait dit que ses activités avaient été interrompues. Ses camarades de classe prient pour elle, tandis que les autorités craignent que le ravisseur ne se cache parmi eux. Ils étaient tous suspects, mais on n'avait pas la moindre piste solide. Finalement, les policiers se retrouvent dans une grange à des centaines de kilomètres de là, face à un meurtre inexplicable, sans mobile apparent. Une femme est sauvagement agressée. Mais avant de mourir, la victime a laissé un indice. Un mot avait été écrit sur le mur, ROC, Rock. La piste guide les enquêteurs vers une agence d'escorte et une fusillade entre deux rivaux. On s'attend à voir ce genre de choses dans un film d'Hollywood, pas dans la vraie vie. Mais un minuscule indice, découvert dans un endroit inusité, démasquera enfin le véritable meurtrier. La science a joué un grand rôle dans la vie d'Olamide Adeoye. Depuis son enfance, elle rêvait d'une carrière en recherche médicale. Son rêve allait bientôt se réaliser. Elle commençait sa dernière année d'études à l'Université d'État de l'Illinois. Olamide adorait la science. Je la voyais très bien dans le domaine médico-légal, travailler dans un laboratoire et faire des analyses d'ADN. Olamide payait ses études grâce à son boulot de serveuse. Comme le vendredi est la journée la plus occupée de la semaine, ses collègues sont surpris lorsqu'elle ne se présente pas au travail un vendredi soir, alors que son nom est inscrit à l'horaire. Le lendemain, plusieurs appels adressés à son domicile et à son cellulaire demeurent sans réponse. Ses amis et ses proches sont devenus très inquiets parce qu'ils n'arrivaient pas à la joindre. La voiture d'Olamide a disparu et la porte de son appartement est verrouillée. Lorsque les policiers s'introduisent dans son appartement, ils y découvrent son sac à main et son portefeuille. Son cellulaire traîne sur le sofa, il contient plus de 60 messages demeurés sans réponse. La télévision est encore allumée. Les indices tentent à prouver qu'Olamide est parti sans crier gare, jusqu'à ce que les policiers entrent dans sa chambre. Il y avait une pile de vêtements abandonnés sur le sol de la chambre. Mais en examinant chaque morceau, nous avons aperçu des taches de javelisant. L'odeur du javelisant nous porte automatiquement à croire que quelqu'un a cherché à effacer les traces d'un crime. Sous la pile de vêtements, il trouve une grosse tache de sang. Le sang a été analysé et en cours d'enquête, on a pu établir qu'il provenait d'Olamide. Les policiers découvrent également une traînée de sang à l'extérieur du domicile. Il y avait des gouttes de sang sur le porche arrière, sur les marches, sur le stationnement extérieur. Elle s'arrêtait à moins de demi-mètre de l'emplacement approximatif du coffre de voiture d'Olamide. Dans l'obscurité, quelqu'un aurait pu la transporter du deuxième étage et l'enfermer dans le coffre. Même si Olamide habitait un appartement hors campus, sa disparition terrifie les autres étudiantes. You're a young female walking around campus. I have a night class, so usually when I get out of school, I walk home. And it's just really scary to think about that it happens here. Des avis de disparition sont affichés dans tout le campus, ainsi que dans la communauté voisine. Plusieurs jours s'écoulent, mais Olamide ne donne aucune nouvelle. Au début de leur deuxième semaine de recherche, les enquêteurs reçoivent une piste potentielle provenant d'une petite ville située à 1120 km de distance. Un agent de police du Mississippi avait entendu parler de la disparition d'Olamide au journal télévisé. Il appelle ses collègues de l'Illinois pour leur parler du corps récemment découvert après l'incendie d'une grange au Mississippi. Il s'agit d'un incendie criminel et la victime est une jeune femme. En communiquant avec son dentiste, nous avons pu obtenir la fiche dentaire d'Olamide. Cette fiche, de même que les restes humains du Mississippi, ont été livrés à un odontologiste judiciaire qui a pu confirmer que le cadavre était bien celui de notre disparu.
C'est probablement la pire sensation de toute ma vie. J'avais de la peine pour sa mère. J'avais de la peine pour son frère. Je n'arrive pas à comprendre ceux qui se prennent pour Dieu en s'arrogeant le droit de tuer un autre humain. Les enquêteurs se demandent qui a tué Olamide Adeyoye et pourquoi il l'a emmené jusqu'au Mississippi. Entre-temps, les étudiants et le personnel enseignant de l'université se rassemblent sur le campus pour rendre hommage à Olamide. She pushed people to be their best. She wanted everyone to be their best, including herself. Sa famille est naturellement frustrée car elle ne connaît ni le mobile ni le responsable du crime. When you think of Olamide, remember the young beautiful woman who had a hunger for knowledge, intelligent, and who wanted to help others. Au terme de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la jeune femme était morte bien avant le début de l'incendie. Selon le médecin légiste, son décès avait été provoqué par l'exsanguination, une perte massive de sang due à une plaie perforante. Les policiers se lancent sur la piste du meurtrier. Ils enquêtent sur les amis et les relations d'Olamide à la recherche d'ennemis potentiels, et surtout d'individus ayant des liens avec le Mississippi. Des amis affirment que le soir de sa disparition, Olamide avait rendez-vous avec un nouveau copain. Nous avions parlé du plaisir qu'elle éprouvait à l'idée de sortir avec un homme appelé Partis. Il s'agit de Partis Harvester, un homme de 25 ans qui étudie le droit pénal à l'université. Durant son interrogatoire, Partis déclare qu'Olamide avait annulé le rendez-vous à la dernière minute. Sometime around 10 p.m. Yes, he gave her a call. Yes. Where were you when you called her? At home. You were at home. Yes. That time she told you she changed her mind. Yes. And she ran some movies and decided to just kind of call it a night and stay home. Exactly. Partis nie toute implication dans le crime. Le fait qu'elle ait annulé son rendez-vous avec lui le soir même de sa disparition ne pouvait pas être ignoré. L'ex-petit ami d'Olamide, Andy Foley, guitariste d'un groupe rock, fait lui aussi partie de la liste des suspects. Le couple avait éclaté peu de temps avant le meurtre. Ils s'aimaient beaucoup, mais leur séparation fréquente et prolongée était trop difficile à supporter. Mais Foley a un alibi en béton. À l'époque, Andy Foley était en tournée sur la côte Est. Des membres de son groupe ont témoigné de sa présence là-bas, le soir de la disparition d'Olamide. Les policiers disposent d'une autre piste. Avant sa disparition, la jeune femme avait raconté à des amis ce qui s'était passé tandis qu'elle prenait sa douche cet après-midi-là. Une ancienne colocataire, Ashley Todd Martin, était entrée dans l'appartement par la porte d'entrée déverrouillée. L'intrusion a mis Olamide en colère, tandis qu'Ashley était d'avis qu'elle aurait dû verrouiller sa porte avant de prendre une douche. Olamide et Ashley avaient récemment décidé de ne plus vivre ensemble. Olamide ne voulait plus fréquenter cette fille. Selon ses amis d'enfance, elle avait une mauvaise influence sur elle et ses proches désapprouvaient la relation d'Olamide avec Ashley. Je les entendais parfois se disputer pendant que je parlais à Olamide au téléphone. Elle n'était pas normale quand elle s'engueulait avec Ashley. Ce n'était pas l'Olamide que je connaissais. Ashley Todd Martin nie son implication dans le meurtre d'Olamide avec véhémence. Mais sa présence constante dans les bulletins de nouvelles concernant la mort de son ex-colocataire éveille les soupçons des autorités. It's like I feel bad, I feel guilty, but I'm just glad that you don't have to sit here and wonder whether she's being hurt or tortured or, you know, she's just peaceful now. Ashley semblait se préoccuper bien plus d'elle-même que de la victime. Comme il n'y a aucune trace d'effraction dans l'appartement d'Olamide Adeyoye, les enquêteurs présument qu'elle connaissait très bien son meurtrier.
Une informatrice communique avec les policiers et suggère qu'un voisin de la victime pourrait bien être responsable du meurtre. Nous avons reçu l'appel d'une femme qui avait vu un bulletin de nouvelles concernant la disparition d'Olamide. Elle craignait qu'un de ses ex-copains soit impliqué. Le nouveau suspect est un homme de 27 ans appelé Maurice Wallace. Il vit dans un immeuble situé à une centaine de mètres de l'appartement d'Olamide. Même s'il n'étudie pas à l'université, Wallace vit sur le campus ou près de là depuis des années. Plusieurs étudiants se souviennent de lui sans grande affection. Il venait aux fêtes sans invitation. Les gens le trouvaient bizarre, un peu effrayant, surtout les femmes. He wasn't a student. He wasn't a member of the community. He was a bad person. He was a bad person. And myself and 25,000 other 20-somethings in Normal will attest to that. Une vérification de ses antécédents révèle que Maurice Wallace avait purgé 4 mois de prison peu de temps avant la mort d'Olamide. Maurice Wallace avait agressé et battu un individu dans un taxi. Il ne connaissait pas sa victime avant l'agression. C'était un exemple typique de son imprévisibilité et de son agressivité. Après sa libération, Wallace a du mal à se trouver un emploi. Il confie même à une ex-petite amie qu'il commettra bientôt un acte de violence. Il lui avait fait des déclarations très troublantes. Il prétendait qu'il allait devenir un homme célèbre et un martyr en tuant quelqu'un. Wallace exprime également son opinion sur la question raciale. Il semblait avoir des opinions très arrêtées sur la société et le racisme, sur ce qui clochait dans la société actuelle. Il aurait aussi indiqué qu'il voulait épouser une Nigérienne. Wallace et Olamide s'étaient déjà rencontrés. À ce moment-là, il lui avait reproché de fréquenter des hommes blancs. Durant une fête, il avait rencontré Olamide et l'avait plus ou moins harcelé à propos de son petit ami. Mais était-ce un mobile suffisant pour l'assassiner? On croit qu'il était peut-être furieux contre elle. Selon lui, elle contribuait au problème racial en n'étant pas solidaire. À ses yeux, il s'agissait en quelque sorte d'une traîtresse. Lorsque les policiers veulent l'interroger, l'appartement est vide. Et les voisins affirment ne pas avoir vu Wallace depuis la disparition d'Olamide. Il n'avait pas de véhicule, mais celui d'Olamide avait disparu en même temps qu'elle. Nous avons donc continué notre enquête. Un avis de recherche est lancé dans tout le pays pour retrouver Wallace et la voiture d'Olamide. When we say that, yes, we have reason to believe that he is involved or has knowledge, that does not rule out that there could be other individuals. There very well could be. So we're still looking at that because we don't have all the pieces put together yet. Les relevés de carte de crédit de Wallace prouvent qu'il a acheté de l'essence le lendemain de la disparition d'Olamide dans une station-service du Mississippi située près de la grange où on a découvert les restes de la victime. Nous avons cherché à savoir s'il avait acheté un bidon d'essence qu'il aurait pu utiliser pour déclencher l'incendie. Malheureusement, la station-service ne disposait d'aucune caméra de surveillance. Entre-temps, les enquêteurs découvrent que Maurice Wallace avait des parents au Mississippi. Nous avons découvert que certains membres de la famille de Wallace vivaient au Mississippi. Tandis que les enquêteurs suivent la trace du suspect, ils tentent aussi de découvrir des preuves médico-légales dans l'appartement d'Olamide, sans grand succès. Les gens croient à tort qu'on trouve des centaines d'empreintes digitales sur les lieux d'un crime. La réalité, c'est qu'on doit souvent se contenter d'une seule empreinte, ou de rien. Comme le meurtre a eu lieu la nuit, les enquêteurs présument que le tueur a éteint les lumières après avoir nettoyé le sang. Cependant, ils ne voient aucune trace de sang sur l'interrupteur près de la porte d'entrée. On n'a rien laissé au hasard. Les techniciens ont découpé le mur, enlevé l'interrupteur et l'ont apporté au labo. Les analystes observent la plaque d'interrupteur sous éclairage oblique ou indirect. Nous utilisons différents types d'éclairage et nous les positionnons de côté et de face, tout en inclinant la preuve de diverses façons pour en étudier la surface et pour tenter d'y voir un indice. Finalement,
il découvre une seule empreinte digitale d'excellente qualité qui semble incrustée dans le plasma. Le sang n'est pas uniformément rouge ou brunâtre, comme on pourrait le croire. Certaines des composantes du sang sont incolores. Le plasma, lui, est une substance claire qui a tendance à se séparer des éléments rouges du sang. L'analyse de l'ADN démontre que le sang est celui d'Olamide, ce qui signifie que l'empreinte est probablement celle de son agresseur. C'était un élément clé. Il n'y avait aucune explication fortuite. C'est comme découvrir le sang d'une victime sur l'arme du crime. Mais où est passé Maurice Wallace? Les enquêteurs ont relevé une empreinte digitale sur la plaque d'interrupteur de l'appartement d'Olamide Adeyoye. Mais l'empreinte n'incrimine pas Ashley Todd Martin, l'ex-colocataire de la victime, ni aucun des autres suspects déjà interrogés. Les autorités n'ont toujours pas retrouvé leur suspect numéro 1, Maurice Wallace. Selon les relevés de sa carte de crédit, il parcourt actuellement le sud des États-Unis. Afin de suivre plus facilement sa trace, les policiers obtiennent les relevés des appels de son téléphone cellulaire. Grâce aux relevés de son cellulaire, nous avons pu découvrir exactement où il se cachait. Lorsque le suspect téléphone d'un centre commercial d'Atlanta en Géorgie, les policiers l'attendent de pied ferme. Quand les policiers l'ont arrêté, ils ont trouvé les clés du véhicule d'Olamide en sa possession, ce qui constituait une preuve assez sérieuse. Au moment de son arrestation, Wallace ne conduisait pas le véhicule d'Olamide, mais une voiture louée. Nous avons trouvé un bidon d'essence dans le véhicule loué. Il l'avait probablement utilisé pour incendier la grange. Maurice Wallace nie sa culpabilité dans le meurtre d'Olamide. Where's my attorney? Why am I here without an attorney? You're going to ask me some questions. 9 times out of 10, whatever I answer is going to be used against me. So I want an attorney. Puis, les policiers quittent la salle d'interrogatoire en laissant Wallace seul. Sans savoir que ses propos sont enregistrés, le suspect prononce un véritable discours à son intention. Any sort of insurgency or revolution, you don't just go at the oppressor, you go at the people who help the oppressor. People who aid and abet the oppressor. Send a message that if you cooperate with these people, we're gonna whack you. Ce discours révèle enfin un mobile de meurtre potentiel. Nous croyons qu'il était peut-être furieux de l'avoir fréquenté un homme blanc. Les techniciens en identité judiciaire comparent les empreintes digitales de Wallace à l'empreinte sanglante relevée dans la chambre d'Olamide. Et ils établissent une corrélation. 10 jours après l'arrestation de Wallace, des policiers retrouvent le véhicule d'Olamide abandonné dans une zone résidentielle d'Atlanta. Le coffre de la voiture contient des traces du sang de la victime et des empreintes digitales sanglantes sont relevées sur le rétroviseur. J'ai pu saupoudrer et relever les traces de sang puis les empreintes digitales du rétroviseur afin d'établir des comparaisons. L'experte judiciaire identifie l'empreinte du pouce de Maurice Wallace et l'analyse de l'ADN prouve que le sang est bien celui d'Olamide Adeyoye. Les enquêteurs découvrent d'autres preuves sur le jean de Wallace. À l'œil nu, on ne voyait rien de suspect sur le jean. Mais nos experts judiciaires ont pu établir qu'il était taché de sang. Le sang est celui d'Olamide. C'est la preuve irréfutable que Wallace est bien son meurtrier. Les policiers croient que la victime a laissé Wallace entrer dans son appartement car elle l'avait souvent vu dans le voisinage. À l'intérieur de l'appartement, il lui a peut-être fait des avances qui ont été repoussées. Et il a explosé. Il a poignardé Olamide, tachant son propre jean de sang. Puis, il a enroulé une couverture autour de son corps et l'a déposé dans le coffre de sa voiture. Il a tenté de nettoyer l'appartement avec du javelisant trouvé sur les lieux.
Mais en éteignant la lumière, il a laissé une empreinte digitale incrustée dans le plasma sur la plaque d'interrupteur. Et ensuite, la trace de son pouce sanglant sur le rétroviseur. Ensuite, il a roulé jusqu'au Mississippi pour y brûler le cadavre. Il a découvert une vieille grange et y a dissimulé le corps d'Olamide avant de l'incendier. La grange a été réduite en cendres. L'odontologie judiciaire a permis d'identifier les restes de la victime. Le tueur s'était sans doute imaginé qu'aucun policier du Mississippi ne relierait le cadavre incendié à la jeune disparue de l'Illinois. Les amis et les proches d'Olamide affirment que le travail remarquable des enquêteurs et des experts leur a permis de traverser une période particulièrement pénible de leur vie. C'était une personne merveilleuse. Elle était toujours aimante, accueillante. Ce sont de grandes qualités, mais elles ont causé sa perte. Le monde est parfois très laid, et on ne sait jamais qui rôde autour de nous. Au mois de décembre 2005, Maurice Wallace est inculpé de meurtre au premier degré, mais son comportement anormal persiste après son arrestation. Maurice Wallace était très agressif durant son procès. Une fois, en entrant dans la salle d'audience, il a craché par terre. Il parlait à des moments inopportuns. Il interrompait le juge. Les preuves pesant sur lui sont accablantes et Maurice Wallace plaide coupable. Il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Mais durant son incarcération, il utilise un couteau de fortune pour attaquer une gardienne de prison. Il a couché cette gardienne sur le sol et l'a frappée au visage et au cou avec son arme. Elle a probablement eu la vie sauve grâce à un détenu témoin de la scène qui a lancé l'alerte. Et il écope d'une sentence additionnelle de 50 ans pour avoir tenté d'assassiner une employée du pénitencier. Maurice Wallace était un sociopathe, un être foncièrement mauvais. Il savait parfaitement ce qu'il faisait du début à la fin. Il avait un plan et il l'a exécuté sans la moindre pitié pour sa victime. C'était un homme mauvais qui a tenu la promesse faite au téléphone à son ex-petit ami. Il avait dit qu'il tuerait quelqu'un pour se faire connaître et il l'a fait. Quand une victime a perdu la vie, elle n'est plus là pour témoigner contre son agresseur. Il ne reste que les preuves pour raconter son drame. Une femme est sauvagement agressée. Mais avant de mourir, la victime a laissé un indice. Un mot avait été écrit sur le mur, ROC, Rock. La piste guide les enquêteurs vers une agence d'escorte et une fusillade entre deux rivaux. On s'attend à voir ce genre de choses dans un film d'Hollywood, pas dans la vraie vie. Mais un minuscule indice découvert dans un endroit inusité démasquera enfin le véritable meurtrier. Chaque jour, les préposés au service à la clientèle des lignes aériennes traitent des centaines de plaintes. Karen Pennell aime son travail, mais en apprenant qu'elle souffre de sclérose en plaques, elle se demande si elle pourra continuer encore longtemps. Je crois qu'elle avait peur de se retrouver dans une mauvaise situation et de ne plus pouvoir jouir de la vie comme avant. Un samedi matin, le petit ami de Karen, Tim Parmenter, s'inquiète de ne pas pouvoir la joindre. Il était assez inquiet. Elle en était au premier stade de la sclérose en plaques. Sa maladie avait déjà provoqué des pertes de conscience et ce matin-là, elle ne répondait pas au téléphone. Tim Parmenter va donc vérifier l'état de Karen à son appartement de Tampa, en Floride. Il a trouvé la porte entrouverte. De plus en plus inquiet, il est entré dans l'appartement où il l'a enfin vue, allongée sur le sol. Le décès de Karen est constaté sur les lieux. À l'intérieur de l'appartement, les enquêteurs trouvent une boîte de pizza sur le comptoir de cuisine. Le reçu indique qu'elle a été livrée la veille à 20h48. Les enquêteurs voient des taches de sang sur le mur près du corps de Karen.
et d'autres traces sanglantes au bout des doigts de sa main droite. 3 lettres étaient tracées sur le mur. Elles éplaient le mot ROC. Les policiers apprennent très vite que Rock est le prénom de son ex-petite amie, Rock Herpeck. Je suis reporter depuis plus de 20 ans, mais c'est la première fois que j'entends parler d'une victime qui trace le nom de son agresseur sur un mur avec son propre sang. Sans doute pour fournir un indice aux policiers. On s'attend à voir ce genre de choses dans un film d'Hollywood, pas dans la vraie vie. Il y a environ un an, Karen Pennell et Rock Herpeck se sont séparés en très mauvais termes. Après le meurtre, des membres de la famille Pennell ont déclaré aux policiers qu'à l'époque, la toxicomanie de Rock avait provoqué la rupture. Le bureau du shérif avait dû intervenir à plusieurs reprises dans le cadre de querelles de ménage. Ils avaient une relation très tumultueuse. Les policiers interrogent Rock Herpeck le lendemain de la découverte du cadavre de Karen. La conversation s'est déroulée comme suit. Votre ami a un problème. J'ai dit, de qui parlez-vous? Ils m'ont répondu de Karen Pennell. Moi j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Ils ont répliqué, elle n'a rien fait. Elle est morte. Herpeck nie toute implication dans le meurtre de Karen Pennell. Rock était surpris de notre visite. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu Karen depuis 6 mois. Ils ont ajouté, on a trouvé votre nom dans la cuisine, écrit avec le sang de Karen. C'était pas une question. C'était une affirmation. Ils ne m'ont pas demandé de répondre. Ils ne m'ont rien demandé. Alors je n'ai rien dit. Herpeck déclare qu'il n'a pas apprécié l'interrogatoire. La suite ressemblait à ça. Où étiez-vous le 11 octobre? Et puis, que dites-vous de ça? Voyons, j'étais... Mais je ne sais pas où j'étais ce jour-là. Il faudrait que je consulte mon agenda, pour l'amour du ciel. Ni la porte ni les fenêtres de l'appartement de Karen n'ont été forcées. Compte tenu des lettres sanglantes trouvées près du cadavre, il est facile de comprendre que les policiers considèrent Rock Herpeck comme un suspect viable. Rien n'avait été volé. Quel pouvait être le mobile? Il fallait que le tueur ait ressenti de la haine pour Karen. Mes empreintes étaient partout. J'ai habité avec Karen Pennell pendant 1 an. J'ai occupé chaque pièce de ce condo. Bien sûr, on va y trouver mes empreintes. C'est logique. Il connaissait Karen, il connaissait ses habitudes, et il connaissait certainement la maison. Il savait comment s'y introduire et Karen n'aurait même pas été surprise de le voir là. C'est un cumul d'éléments qui a poussé les policiers à se dire « on devrait probablement enquêter sur ce type ». Impatients de retrouver le meurtrier de Karen Pennell, les enquêteurs espèrent que l'autopsie leur fournira enfin de nouveaux indices. Le médecin légiste découvre que Karen a été poignardée 17 fois. Ce niveau inhabituel de violence est généralement la preuve d'une relation personnelle entre le tueur et sa victime. Le meurtre à l'arme blanche est un crime très personnel. Les victimes, surtout celles qui ont reçu plusieurs coups de couteau, sont souvent des proches de l'agresseur. Les experts découvrent des cellules cutanées sous les ongles de Karen. Malheureusement, l'analyse de l'ADN n'est pas concluante. C'était une horrible nouvelle. Karen était une fille extraordinaire. Elle était active, très vive, très intelligente. Elle était pleine de vitalité et on ne pouvait pas s'empêcher de l'aimer. L'autopsie de Karen révèle tout de même un fait étrange. 3 pointes de pizza manquent dans la boîte livrée le soir de la mort de Karen. Mais le médecin légiste n'en trouve aucune trace. Il n'y avait aucune trace de pizza dans son estomac. Le livreur prétend qu'il a donné la pizza à Karen sur le seuil de sa porte peu avant 21 h. Le tueur était peut-être déjà à l'intérieur, où il est arrivé quelque temps plus tard. Tim Permenter, le petit ami de la victime, a lancé l'alerte. Mais il était à 40 km de là au moment du meurtre. Il a passé la nuit dans un chalet de Moon Lake avec un ami, un alibi vérifié par les policiers. Leur suspect numéro 1 est Rock Herpeck, à cause des lettres sanglantes trouvées près du corps de Karen. À l'époque, je n'ai rien dit, mais c'était troublant. C'était très troublant, sans aucun doute.
Mais un examen approfondi du rapport d'autopsie jette un doute sur la provenance des lettres. Durant l'attaque, Karen avait été gravement blessée à la colonne vertébrale. Un des coups de couteau a partiellement tranché la moelle épinière au niveau de la 8e vertèbre thoracique. Par conséquent, elle devait être à demi paralysée. Et selon le médecin légiste, les blessures subies au niveau des muscles pectoraux et de la aorte l'auraient rendue tout simplement incapable d'écrire sur le mur. Elle n'avait plus la pression ou le volume sanguin nécessaire pour fournir tout ce sang à son doigt. Un doigt, ce n'est pas un stylo plume, et les siens ne saignaient pas. Il aurait donc fallu qu'elle les plonge et les replonge dans son sang. Je crois qu'elle était déjà morte quand ces lettres ont été tracées. De plus, les experts en éclaboussure de sang réalisent que le véritable graffiteur sanglant a commis son acte longtemps après le meurtre. Certaines parties des lettres étaient tracées sur les éclaboussures initiales, et ces éclaboussures d'impact étaient restées intactes. Voilà la preuve que le sang qui a giclé sur le mur pendant l'attaque était déjà sec lorsqu'on a écrit les lettres. La famille Pennell signale une dernière incongruité. Le sang macule les doigts de la main droite de Karen. En discutant avec la famille de la victime, nous avons appris qu'elle était gauchère. Or, il y avait très peu de sang sur sa main gauche. Elle n'aurait jamais laissé un indice sur le mur en utilisant sa main droite. C'est pour cela que les autorités ont cru à une mise en scène. Si Karen n'a pas tracé de nom sur le mur, qui l'a fait? Sûrement quelqu'un qui connaissait l'ex-petite amie et voulait l'accuser faussement. Que ce type ait eu l'idée d'écrire sur le mur avec la main de Karen pour faire croire que j'étais l'assassin, ça prouve qu'il n'en était pas à son premier coup. Ce n'était pas son premier coup. Et les flics le savaient. Ces flics-là savaient ce qu'ils faisaient. L'ex-mari de Karen, Jeff Payne, devient un suspect potentiel. Car la victime avait demandé une augmentation de sa pension alimentaire après son récent diagnostic de sclérose en plaques. Karen était inquiète. Elle craignait que son assurance médicale ne soit pas assez élevée pour suffire à ses besoins dans l'avenir. Mais Jeff Payne a un alibi. Le soir du meurtre, il était à Miami, à 480 km de Tampa. En cours d'enquête, les policiers découvrent que Karen fréquentait plusieurs hommes à l'époque de sa mort. Karen fréquentait un pilote de la British Airways. Nous avons appris son existence en vérifiant les messages textes de son cellulaire. Salut, bombe sexuelle. Tu passes une bonne journée? J'arrive de Rio. Tu me manques. On se voit toujours la semaine prochaine? Le pilote a un alibi solide. Il n'était pas aux États-Unis au moment du meurtre. Il ne fait donc pas partie des suspects. Mais un autre copain de Karen a des antécédents de violence. Un détail que la jeune femme a appris quelques jours avant sa mort. En vérifiant les antécédents de l'homme qui a découvert le corps de Karen Pennell, son petit ami Tim Permenter, les policiers apprennent qu'à 36 ans, il a déjà un passé intéressant. Karen et Tim se fréquentaient depuis 2 ou 3 mois à peine. Ils s'étaient rencontrés lorsque Tim lui avait vendu sa nouvelle voiture. Il était très intelligent. Il connaissait très bien l'actualité, l'histoire. Nous avions joué plusieurs parties d'une version en ligne de quelques arpents de piège, et j'ai le regret de dire qu'il m'avait battu 1 ou 2 fois. Mais quelques jours avant sa mort, Karen annonce à des amis qu'elle a eu des informations troublantes sur Permenter. Ils regardaient une émission de télé au sujet du passé secret des gens, des squelettes dans leur placard si vous préférez. Et pendant l'émission, Karen aurait dit à Tim qu'elle ne comprenait pas comment les gens pouvaient avoir de tels secrets l'un pour l'autre. Tim s'est tourné vers elle pour lui avouer qu'il avait un secret. Ensuite, il a allumé l'ordinateur pour entrer sur le site des services correctionnels de la Floride. Il lui a montré sa photo signalétique. Il avait été relâché 1 an plus tôt et était encore en période de probation.
Il lui a dit « Je suis un criminel condamné ». Son casier judiciaire fait état de 16 crimes, dont une tentative de meurtre. Il a participé à une fusillade. C'est un véritable criminel. Parmenter avoue à Karen que ses antécédents criminels remontent à ses années d'université. Il avait même été arrêté pour l'opération d'un réseau de prostitution illégale. Il gérait une agence d'escorte à Gainesville, site du campus de l'Université de Floride. Mais l'agence n'était qu'une façade pour son réseau de prostitution. À l'époque, Parmenter était devenu enragé lorsqu'une agence d'escorte rivale lui avait volé une partie de ses clients. Son complice et lui se sont rendus à Tallahassee et ils ont retenu les services d'une de ses escortes. Lorsqu'elle s'est présentée devant eux, ils l'ont menacée d'une arme et ils ont exigé qu'elle les conduise à son patron. Une fusillade s'ensuit. Parmenter blesse son rival et reçoit 2 balles dans le corps. Il est transféré directement de l'hôpital à la prison où il doit purger une sentence de 12 ans. C'est loin d'être la fréquentation idéale, mais bien sûr, Karen n'en avait pas la moindre idée quand elle a commencé à sortir avec lui. Lorsqu'elle apprend la vérité, Karen rompt avec Parmenter et commence à fréquenter d'autres hommes. Tim était un gars très jaloux. Il s'est mis à l'espionner et à chercher des preuves d'infidélité dans ses poubelles et autour de son appartement. Selon les amis de Karen, Tim Parmenter avait trouvé un condom usagé dans ses poubelles et il était furieux. Ce n'était pas la première fois que Karen avait des problèmes avec lui à cause de ses relations avec d'autres hommes. Je me souviens d'un soir où Karen et moi avons eu une conversation. Elle m'a avoué que M. Parmenter avait tenté de l'étrangler. Ma réaction a été de lui conseiller de s'adresser immédiatement à la police pour obtenir une ordonnance restrictive ou quelque chose du genre. Tim Parmenter nie toute implication dans le meurtre et il a un alibi pour la nuit du meurtre. Il a déclaré aux policiers qu'il avait passé la nuit dans un chalet de Moon Lake à 40 km de Tampa, en compagnie d'un collègue de travail. Les relevés du cellulaire de Parmenter démontrent qu'il a téléphoné à ce collègue à 21h32, preuve qu'il n'était pas encore à Moon Lake. De plus, il a fait cet appel d'un emplacement suspect. Cet appel a été transmis par une station cellulaire située près de l'appartement de Karen Parnell. Il avait menti à propos de l'endroit d'où il avait téléphoné. That's impossible. I wasn't there. Cell tower's right off your apartment complex there. So, you know, you couldn't have gone. You really couldn't have gone that early. It's impossible. But she had been killed by 9:30. I don't know. I can't explain it. Les experts reviennent à la boîte de pizza livrée chez Karen à 20h48. 3 pointes ont disparu. Pourtant, aucune trace de pizza n'a été trouvée dans l'estomac de la victime. Ils aspergent la boîte de ninidrine. En réagissant aux aminoacides de la sueur, ce composé chimique révèle les empreintes digitales. On peut voir des taches pourpres ou d'un rouge violacé former des empreintes digitales sur le papier, le carton et d'autres surfaces absorbantes. Mais plusieurs personnes ont manipulé la boîte, ce qui complique le processus. C'est très difficile de retracer tous ceux qui ont eu accès à la boîte de pizza dans le restaurant, durant la livraison et au cours de l'enquête, afin d'éliminer leurs empreintes. Finalement, les empreintes relevées à la ninidrine sont comparées à celles de Karen, de Tim Parmenter et d'un autre ex-conjoint, Rock Herpick. Rock n'a laissé aucune empreinte sur la boîte. On ne peut pas en dire autant de Tim. We went down and talked to Rock. He was with a whole bunch of people, including his new family at the time. I didn't kill her. I didn't kill her. How does it look? You were over there when you say you weren't? I don't know. Les faits contredisaient son histoire. Pour que ces empreintes digitales soient sur la boîte, il devait l'avoir touchée après la livraison, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est livreur de pizza de son métier. Mais pour obtenir une condamnation, les enquêteurs devront fournir d'autres preuves. D'avoir mangé de la pizza, ça ne fait pas de lui un meurtrier.
Karen Pennell a décidé de mettre fin à sa relation de 3 mois avec Tim Permenter après avoir appris qu'il avait purgé 12 ans de prison pour enlèvement et tentative de meurtre. Elle s'est mise à fréquenter d'autres hommes et apparemment Tim Permenter l'a appris. Selon les procureurs, il s'agit d'un mobile potentiel. Il s'est probablement dit « Personne ne peut rompre avec moi, personne ne va me traiter de cette façon ». La première analyse génétique des cellules de peau prélevées sous les ongles de Karen n'était pas concluante. Les experts utilisent alors un autre type d'analyse de l'ADN en espérant obtenir de meilleurs résultats. Le test microsatellite n'analyse que l'ADN masculin. Il ignore complètement l'ADN féminin, c'est-à-dire pour ce test, les cellules cutanées de Karen qui sont présentes dans l'éprouvette. C'est un atout important, surtout quand on analyse des quantités infimes d'ADN. Cette fois, les résultats sont concluants. L'ADN prélevé sous les ongles de la victime était bien celui de Tim Permenter. Les procureurs croient que Tim Permenter a rendu visite à Karen en espérant sans doute raviver leur relation. Ils ont commandé une pizza qui a été livrée peu avant 21 h. Mais les preuves démontrent que Karen n'en a pas mangé. Durant la soirée, l'atmosphère s'est envenimée. Permenter a pris un couteau de cuisine et poignardé Karen à plusieurs reprises. En tentant de se défendre, la jeune femme lui a éraflé la peau, gardant quelques cellules sous ses ongles. Ensuite, Permenter a probablement tenté de se calmer et de trouver un alibi en mangeant de la pizza, sans réaliser qu'il laissait ses empreintes sur le carton poreux de la boîte. Lorsqu'il a décidé d'accuser l'ex-copain de Karen en traçant son nom avec le sang de la victime, les éclaboussures du meurtre étaient déjà sèches. Et les enquêteurs ont ainsi réalisé que le message avait été laissé bien après le meurtre en distinguant le sang frais du sang séché. De plus, lorsqu'il a maculé la main droite de Karen de sang frais, Permenter avait oublié qu'elle était gauchère. Puis, il a téléphoné à un ami pour établir son alibi, mais son appel a été capté par une station cellulaire située à 2 pas de l'appartement de Karen. Nous avons obtenu ces relevés de cellulaire et appris que le premier appel de Tim avait été fait à 21h32, près de l'appartement de Karen Pennell. C'était une preuve importante, elle contredisait toute son histoire. Le lendemain matin, Permenter est retourné chez Karen. Il a signalé le 911 et joué une scène dramatique pour détourner les soupçons des enquêteurs. Si elle avait tenté de s'asseoir en dépit de ses blessures, le sang qui giclait de son aorte perforée l'en aurait sûrement empêché. Elle serait immédiatement retombée en arrière. Tim Permenter est jugé, reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Étrangement, Tim en veut au juge qui a épargné sa vie. Tim nous a dit qu'il aurait préféré la chaise électrique. Il ne voulait pas croupir en prison pour le reste de ses jours. C'était l'exemple typique d'une personne qui cherche à déjouer les enquêteurs. Plus il en mettait, plus il accumulait les preuves contre lui. Il se croyait plus intelligent, plus habile que les autres, et il en a trop fait. Les lieux d'un crime sont bourrés de preuves médico-légales. Mais si on ne sait pas comment les utiliser, elles sont sans valeur. La criminalistique m'a pratiquement sauvé la vie. Sans cette boîte de pizza, sans l'ADN trouvé sous les ongles de Karen, un type aurait été condamné injustement pour meurtre. Et le vrai meurtrier s'en serait tiré indemne.